Dans ce nouveau chapitre d'histoire, nous parlerons de l'Europe de la révolution industrielle. Nous chercherons à comprendre comment la révolution industrielle transforme-t-elle la société et l'économie. Ce chapitre sera donc traité en 3 parties. Première partie, les transformations économiques de la révolution industrielle. Dans la seconde partie, nous chercherons à comprendre comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle la société. Enfin, dans une 3e partie, nous observerons un renouvellement des idées par la société industrielle. Première partie, les transformations économiques de la révolution industrielle. Tout d'abord, la révolution industrielle repose sur de nouveaux moyens de production. La diffusion de la machine à vapeur, inventée par James Watt en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, qui fonctionne grâce au charbon, marque le début de l'industrialisation. Le travail artisanal est alors mécanisé car la force de la vapeur d'eau permet d'actionner des machines. On parle d'innovation. De nombreuses autres inventions permettent des progrès techniques tels que la locomotive. Le travail individuel se concentre peu à peu dans les usines où sont regroupées les machines. Les patrons installent leurs industries à proximité des matières premières et des sources d'énergie. Par exemple, dans les pays noirs que nous pouvons observer sur cette carte pour le charbon indispensable au fonctionnement des machines à vapeur. La révolution industrielle a permis également de mettre en place de nouveaux moyens de transport. Le chemin de fer qui fonctionne à la machine à vapeur s'étend très rapidement à partir de 1840, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. L'utilisation du train que nous voyons sur l'image de gauche modifie les paysages avec l'apparition de gares, de lignes de chemin de fer, très importantes en Europe. Les navires à vapeur remplacent progressivement les bateaux à voile. La vitesse des transports augmente et leur coût diminue. C'est le début de la mondialisation. Ainsi, les échanges intérieurs et internationaux se développent surtout entre l'Europe et les États-Unis. Le commerce entre l'Europe et l'Asie se trouve facilité par l'ouverture du canal de Suez entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Enfin, un nouveau système économique apparaît avec la révolution industrielle. En effet, construire une usine ou une voie de chemin de fer, ouvrir une mine, acheter des machines nécessite des capitaux bien supérieurs à une fortune personnelle. Les entrepreneurs font appel aux banques qui leur prêtent de l'argent ou fondent des sociétés par actions. Les actions s'achètent alors et se vendent dans des bourses. Ainsi est né le capitalisme industriel et financier. La révolution industrielle du XIXe siècle bouleverse également la société. Tout d'abord parce qu'elle a favorisé l'émigration et l'exode rural. Au XIXe siècle, plus de 60 millions d'Européens émigrent vers d'autres continents, principalement l'Amérique. Ces départs sont causés par la misère que créent les crises économiques et par les persécutions politiques ou religieuses. Le poids du monde rural diminue. Les paysans commencent à quitter les campagnes pour venir travailler en ville, qui offre alors de nombreux emplois dans l'industrie, le bâtiment ou le commerce. On appelle cela l'exode rural. La révolution industrielle a également engendré une nouvelle organisation de la société. L'exode rural permet aux usines installées en ville de recruter la main-d'œuvre dont elles ont besoin et de nouvelles classes sociales apparaissent, les prolétaires et les bourgeois. Les prolétaires sont des ouvriers qui travaillent dans les usines et les mines. Ils sont nombreux et s'installent dans les quartiers ouvriers. Les conditions de vie sont difficiles et ont de faibles salaires. Alors que la bourgeoisie regroupe les patrons d'usines, les grands marchands et les hommes d'affaires, ils ont des conditions de vie aisées, possèdent beaucoup de capitaux et investissent dans l'industrialisation. Dans cette 3e partie, nous parlerons du renouvellement des idées par la société industrielle. Tout d'abord en observant de nouvelles idéologies politiques. Avec l'industrialisation, plusieurs idéologies se développent. Au XIXe siècle, le libéralisme économique est l'idéologie dominante. Elle consiste à laisser à chaque entrepreneur la liberté de faire ce qu'il veut en matière économique et de limiter les interventions de l'État. Alors que le socialisme souhaite limiter l'exploitation économique et sociale des ouvriers. À partir de 1848, les socialistes Karl Marx et Friedrich Engels proposent de sortir du capitalisme grâce à la lutte des classes pour
créer une société égalitaire et sans propriété privée aux mains des ouvriers. On parle alors de marxisme. De plus, les ouvriers obtiennent de nouveaux droits. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des prolétaires, on organise des grèves. Ainsi, le 21 novembre 1831, à Lyon, les canuts se révoltent pour obtenir une augmentation de salaire. De plus, à partir de 1850, la situation des ouvriers s'améliore. Les députés votent les premières lois sociales, la Deuxième République proclame le droit au travail et crée des ateliers nationaux pour employer les chômeurs victimes de la crise économique. Et en 1884, la France autorise les syndicats. Enfin, l'Europe se trouve bouleversée par des mouvements nationaux. En effet, dans la première moitié du XIXe siècle, les nationalismes se développent en Europe. Certains peuples vivent sous l'autorité étrangère et revendiquent leur indépendance. On parle de mouvements nationaux. D'autres, comme les Italiens ou les Allemands, sont divisés en plusieurs États. Ces peuples souhaiteraient constituer un État-nation. Mais cette volonté remet en cause les frontières du Congrès de Vienne. En 1848, l'Europe est secouée par une série de révolutions. C'est le printemps des peuples. Les peuples réclament des libertés et le droit d'exister en tant que nation. Mais partout les rois rétablissent l'ordre. Ce chapitre est maintenant terminé. Vous pouvez regarder à nouveau cette capsule et prendre des notes progressivement dans votre cahier. Mais surtout, n'oubliez pas les questions que vous pourrez poser lors de la prochaine séance. N'oubliez pas de répondre aux quiz proposés sur le site afin d'évaluer votre niveau de connaissance sur ce chapitre.